Bonjour Jean-Samuel Boscard. Bonjour. Vous êtes sociologue à Orange Labs et au LISIS, le laboratoire interdisciplinaire Sciences, Innovation, Société à l'Université Paris-Est. Et vous avez récemment publié un article de recherche avec Samuel Coavou et Sisley Maillard intitulé « Les algorithmes de recommandation musicale et l'autonomie de l'auditeur ». C'était dans la revue Réseau. Alors déjà, ces algorithmes, est-ce que vous pouvez nous dire exactement comment est-ce qu'ils marchent? Parce que visiblement, à lire votre article, selon les plateformes, ils n'ont pas tout à fait tous la même recette. Alors, en fait, on ne connaît pas les recettes exactes de ces algorithmes sur les différentes plateformes. Et effectivement, ils peuvent varier d'une plateforme à l'autre. Et à l'intérieur d'une plateforme, vous allez avoir beaucoup de propositions différentes. Donc, il y a une première différenciation qui est entre des formes de recommandation, on va dire, classiques et éditoriales, qui existaient déjà dans le monde prénumérique. C'est la radio, quoi. Voilà, la radio, ou alors le top 100, ou alors le top France, ou la playlist recommandée par Daft Punk, etc., etc. Mais c'est encore très présent sur les plateformes. Et ensuite, il y a effectivement une nouvelle famille de recommandations qui sont algorithmiques et qui, pour le coup, dont on ne connaît pas la recette exacte, mais par contre, on a une idée des composants. Grosso modo, faire une recommandation algorithmique, c'est toujours dessiner des proximités entre des chansons. Comme ça, si vous êtes là et que vous aimez bien ça, on vous donnera une chose proche. Et cette proximité, il y a plusieurs façons de les calculer. Je ne suis pas sûr de les connaître toutes, mais en tout cas, il y a d'abord, de façon très classique, des proximités thématiques. C'est le même artiste, c'est le même genre, c'est la même année, c'est le même sous-genre, c'est le même pays, etc. C'est mis dans l'algorithme. Il y a une deuxième qui est la plus connue, qui est la plus importante, c'est le principe du filtrage collaboratif. C'est les gens qui ont aimé ça ont aussi aimé ça, donc vous devriez aimer ça. Donc c'est de la proximité en fonction de la co-consommation. Comme Amazon finalement. Voilà, c'est le truc inventé ou en tout cas popularisé par Amazon qui est désormais une brique importante de tous ces algos. Et ensuite, il y en a d'autres, par exemple le fait de demander à un très grand nombre de personnes d'évaluer un très grand nombre de chansons. C'est ce qu'avait fait The Econest, qui est au cœur de la recommandation de Spotify aujourd'hui. Est-ce que vous faites écouter plein de trucs à plein de gens, et est-ce que c'est péchu? Est-ce que c'est plutôt rock? Est-ce que c'est triste, énergique, voilà, etc. Et vous avez plein de nouvelles données pour alimenter vos proximités. Et enfin, vous pouvez faire de l'analyse acoustique, automatique par intelligence artificielle ou manuelle, en regardant les rythmiques, les tonalités, etc. Donc vous mettez tout ça dans une machine, et en plus vous ajoutez une couche d'apprentissage en voyant si ça marche bien ou pas. Et donc l'algo qui marche bien, vous allez renforcer un peu cette composition. Alors maintenant, la grande question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment une révolution? Et à lire votre article de recherche, c'est pas forcément le cas, puisqu'on voit que finalement tous ces algorithmes ne font que prolonger les modes de recommandation classiques, et notamment le bouche à oreille. Voilà, en quelque sorte. C'est-à-dire que nous, la question qu'on se posait, c'est le discours ambiant, vous l'avez dit, et c'est mis en avant par les plateformes, c'est désormais faites confiance aux machines et aux algorithmes pour vous retrouver dans cette infinité de musique. De fait, grâce à nos données, on a pu voir quand est-ce que, pour une partie des chansons, elles étaient écoutées suite à une exploration qu'on a appelée autonome, c'est-à-dire la personne va chercher dans son stock de musique, dans ses albums favoris, dans un moteur de recherche, donc parce qu'elle a entendu parler, etc. Et des explorations recommandées, parce qu'on a cliqué sur un lien, vous devriez aimer ça, machin vous recommande ça, voilà la flux radio. Et ce qu'on observe, c'est que la recommandation autonome, statistiquement, elle est encore dominante. Et donc la figure d'un utilisateur algorithmisé, qui est des fois glorifié ou qui est des fois rendu très inquiétant, on n'aura plus de goûts musicaux, on n'aura plus de... elle n'est pas vraie, elle n'existe pas pour l'instant, l'autonomie elle perdure. Et elle est encore très présente, et même on peut dire que l'autonomie, elle crée des découvertes qui durent plus. C'est-à-dire les morceaux qu'on a découverts nous-mêmes, on va plus les réécouter que ceux que nous ont fait découvrir les algorithmes. Donc le but, c'est de dire, peut-être que sur d'autres données, là c'était des données de 2014, sur des données plus récentes, sur une autre plateforme, on aura des proportions différentes, mais le consommateur autonome, il existe encore, il ne va pas disparaître, simplement, ça se combine différemment. Dernière question que j'ai à vous poser, c'est vous soulignez que l'usage des recommandations algorithmiques, il est inégalement distribué parmi les genres musicaux, et il y a notamment des spécificités en ce qui concerne le jazz et le hip-hop. Comment est-ce que vous les expliquez ? Alors ça, effectivement, c'était une idée de Samuel Coavou de tester ça, et c'est assez intriguant. Donc par exemple,
une chanson de jazz a plus de chances d'avoir été écoutée suite à une recommandation qu'une chanson de hip-hop. Donc en gros, ça arrive plus souvent qu'on écoute du jazz en algorithmique que du hip-hop. Ce qui est un contrepoint par rapport à ce que prédiraient les sociologues en disant le jazz c'est un genre d'amateurs qui s'y connaissent et donc ils vont choisir leurs chansons versus totalement contre-intuitif. Et donc, alors on n'a pas assez de données pour expliquer, donc peut-être que ça dépend des gens qui ont fait ces écoutes et que ça dépend de leur niveau de diplôme ou de leur âge. Notre hypothèse, c'est qu'il faut surtout commencer à différencier ces analyses en fonction du contexte d'écoute. Et donc, il y a des contextes d'écoute qui sont très favorables à l'algorithmisation. Typiquement, on voit qu'il y a plus d'algorithmisation pendant les heures de travail. Donc, en gros, vous mettez une playlist de jazz ou une playlist de classique pendant que vous travaillez. Ça tourne tout seul. Voilà. Et inversement, il y a des écoutes engagées dont sont notamment l'objet les stars du hip-hop par les auditeurs plus jeunes et qui vont du coup pas du tout être algorithmisées. Et donc, je pense qu'il faut continuer les recherches dans cette direction-là. Eh bien, merci beaucoup Jean-Samuel Bescar. Et si on continue les recherches, vous viendrez évidemment nous en parler sur ce plateau de ces nouvelles conclusions et des nouvelles voies que vous aurez trouvées pour expliquer ces algorithmes. Merci encore. Avec plaisir.